Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Olivier Marleix. Bonjour. Le bras de fer sur les retraites, la rue face au gouvernement. Quel rôle d'arbitre pour les Républicains, pour ou contre la retraite à 64 ans? C'est ce que nous allons voir avec vous, Olivier Marleix. Nous évoquerons aussi les autres sujets de l'actualité, la baisse indemnité chômage, explosion de la délinquance et le projet de loi sur immigration et asile. Commençons donc par la démonstration dans la rue hier, les 2 nouvelles journées prévues la semaine prochaine. Comment jugez-vous d'abord cette contestation? Vous n'êtes pas au pouvoir, mais est-ce que vous estimez qu'il faut écouter le message des manifestants? Il faut toujours tenir compte évidemment de ce qu'on voit comme message, les mobilisations, les manifestations. En réalité, je pense que au-delà de la réforme des retraites, cette réforme, elle cristallise toute beaucoup de mouvements un peu anti-Macron, je crois. C'est l'action du président de la République en général est en train de plomber cette réforme de retraite, parce que le président de la République est sans doute pas très crédible dans son rôle de défenseur du système par répartition. Je pense que les gens ne le croient pas très sincère, et aujourd'hui la contestation elle va sans doute au-delà d'ailleurs de cette vraie réforme des retraites. Quand j'entends d'ailleurs la gauche dire que 43 ans c'est une ligne rouge, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait voter, on voit bien que sur les annuités, tout ça dépasse un peu le seul sujet des retraites, quoi. Pour vous, Olivier Marleix, le succès des syndicats qu'ils annoncent, la mobilisation là sur ces 2 journées de contestation avant les 2 nouvelles, c'est avant tout oui, bien sûr, des rassemblements anti-Macron. Je pense qu'il y a un phénomène de cristallisation autour de cette réforme de retraite, d'un mouvement de contestation, d'un mouvement anti-Macron qui est assez large et assez incontestable. Est-ce que vous avez le chef de l'État assez loin même? Regardez, vous avez aujourd'hui de très nombreux entrepreneurs aujourd'hui que le prix de l'électricité met en très grande difficulté, que l'incurie du gouvernement sur cette question du prix de l'électricité, avec l'histoire d'amortisseurs qui reste toujours aussi incompréhensible et toujours aussi inefficace pour nos entreprises, vient alimenter, nourrir cette contestation finalement très large. Est-ce que vous estimez que le président, le chef de l'État, Emmanuel Macron, justement, devrait prendre la parole alors? Je ne sais pas s'il doit prendre la parole, mais il devrait au moins dialoguer. Moi, je suis assez étonné de voir. J'ai rencontré tous les responsables des grandes confédérations syndicales. Ils me disent tous que c'est pas de son, pas d'image avec la présidence de la République. C'est pas normal. Quand Sarkozy faisait sa réforme des retraites, je dirais les organisations syndicales, même dans les moments tendus, continuaient à dialoguer avec le pouvoir pour essayer d'améliorer le dispositif à la marge. Tous ne sont pas dans la contestation la plus radicale comme l'est la CGT. S'il y avait un signe du chef de l'État, peut-être que ça pourrait changer un peu les choses, quoi. Bon, il faudra un moment dans ce débat parlementaire, de toute façon, que le gouvernement donne des signes d'ouverture. On a, nous-mêmes d'ailleurs, nous avons évidemment relayé un certain nombre de sujets qui sont des sujets partagés avec certaines organisations syndicales sur la question des carrières les plus longues, par exemple, sur lesquelles le dispositif doit devenir un peu plus juste. Je pense qu'il faut que le gouvernement bouge de toute façon. Oui, le gouvernement et puis directement Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites ce matin quand même, Olivier Marleix. Emmanuel Macron ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que... Vous l'avez dit. Il faut que... je crois pas aux grandes déclarations d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, plus personne ne croit aux grandes déclarations d'Emmanuel Macron. Je ne demande pas un énième bavardage du président de la République. Ce que je demande, c'est qu'effectivement, l'exécutif regarde comment il peut affiner un peu ce dispositif Mais pardon, je ne demande pas évidemment de céder à la rue et de céder. Il faut faire cette réforme. Soyons très clairs. Alors voilà, c'est ça. Il faut faire cette réforme. Venons-en à cette réforme, parce que c'est un peu flou quand même chez les Républicains. J'avais cru comprendre dans un premier temps que vous étiez allié du gouvernement pour faire passer cette réforme des retraites. Je rappelle que quand même votre candidate à la présidentielle, elle était sur une réforme à 65 ans. Aujourd'hui, il y a des dissensions au sein de votre groupe, non? Écoutez, je pense que majoritairement, on considère qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut
défendre les retraites des retraités, si on veut défendre le pouvoir d'achat des retraités, si on veut améliorer le niveau de vie, notamment des pensionnés les plus modestes, il faut faire une réforme des retraites. Vous savez, quelqu'un aujourd'hui qui a une carrière complète au niveau du SMIC, quand il part, avec toutes ses annuités, ses 42 annuités, il a 930 € bruts de retraite. On peut pas vivre avec 930 €, et donc c'est indigne qu'au terme d'une vie de travail, on soit dans une situation aussi indigne. Donc il y a cette revendication, cette idée d'ailleurs affirmée depuis 2003, depuis la réforme Fillon, qu'on devrait être à 85% du SMIC, ça veut dire 1 200 € aujourd'hui. C'est ce que propose cette réforme, et ces 1 200 € ne sont possibles que si on décale l'âge de la retraite pour faire rentrer un peu plus de cotisations. C'est malheureusement aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle. Alors si cette réforme ne se faisait pas, eh bien ça veut dire que on condamne nos retraités à rester dans cette situation de misère qui est sincèrement, je trouve, indigne d'un grand pays. Alors Olivier Marleix, mais quelle est votre stratégie à l'Assemblée nationale? Vous êtes le patron justement des troupes des Républicains. Quelles conditions vous allez poser au gouvernement? Alors, on a déjà obtenu un peu en préalable la question d'abord, qu'il n'y ait pas de hold-up sur les réserves des caisses de retraite. Ça, c'était très important. Il ne s'agit pas d'aller demander aux Français de travailler plus pour financer l'incurie de l'État. On avait demandé un rythme de progression plus raisonnable, 63 ans à la fin de ce quinquennat, les 64 ans dans le quinquennat suivant, un trimestre par an. Et 3, on avait demandé ce que les 1 200 € puissent être étendus aux gens qui ont des carrières complètes et qui sont actuellement à la retraite. Maintenant, il reste encore des points d'amélioration. Il y a cette question des carrières longues, ceux qui ont démarré à 16, 17, 18 ans, 19 ans. Il y a la question de l'emploi des seniors qui est un sujet central. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, la moitié des gens ou presque sont à l'approche des 60 ans sont au chômage. Donc évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens de proposer d'allonger si en même temps on ne met pas un peu de moyens. D'autant qu'à partir d'aujourd'hui, il y a aussi la baisse des indemnisations pour les chômeurs de l'ensemble des chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée. Donc, et les plus de 55 ans vont avoir du mal quand même à joindre les deux. Il va y avoir un petit effet mécanique qui va aussi reculer le départ, toutes ces ruptures conventionnelles qui arrivent un peu tard dans les grandes entreprises. Donc ça va aussi limiter les ruptures conventionnelles. Il faut sérieusement un vrai projet sur quel rôle on donne aux seniors dans l'entreprise, à celui qui est en fin de carrière. Chez les Allemands, un taux d'emploi beaucoup plus important que le nôtre. Alors aujourd'hui, il y a une mesure qui est insuffisante, qui est l'index. Est-ce qu'il faut être l'index, c'est juste des statistiques pour vérifier que les entreprises ne mettent pas dehors les gens au-dessus de 55 ans. Bon, c'est pas suffisant. Je pense que il faut soit des mesures un peu plus incitatives et puis vraiment collectivement repenser la place des seniors, plus de tutorat par exemple, confié aux salariés en fin de carrière. Bon, donc il y a un certain nombre de conditions que vous posez, que vous avez déjà posées. Il va y en avoir d'autres. Il y aura la question de la natalité aussi. Enfin, parler de notre système de retraite dans la réforme est nécessaire parce qu'on a une démographie qui se dégrade de plus en plus, sans s'interroger sur la relance de cette démographie, de cette natalité. La relance de la natalité, c'est un vrai sujet. L'Italie a créé un ministère de la natalité. Moi, je pense qu'il faut en France un ministre de la natalité. On a suffisamment de ministres dont on ne sait pas à quoi ils servent. Je pense qu'on aurait un vrai ministère de la natalité. Ce serait utile. Pour revenir quand même à ce qui se passe avec vos troupes, le groupe LR, est-ce qu'il y aura une discipline de vote? Vous avez quelques frondeurs au sein des LR. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce qu'il y aura un vote à l'unanimité ou pas? Écoutez, moi je ne cherche pas. Je laisse toujours la liberté. On a toujours la liberté de vote dans ce groupe. J'y suis très attaché. Il y en a qui disent qu'ils ne voteront pas. Si le gouvernement, oui. Après, il y a ceux aussi qui font monter les enchères, qui attendent de voir ce que le gouvernement apporte comme réponse à des sujets très 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 précis qui sont aujourd'hui dans la discussion. Oui. Mais vous, il y aura une consigne de vote ou pas? Une fois encore, il n'y a jamais de consigne et de discipline absolue de vote et je respecte la liberté de chaque député. Mais je pense qu'il y aura une position majoritaire au sein du groupe.
Position majoritaire pour faire voter la réforme des retraites. À condition que le gouvernement vienne sur les positions, vienne satisfaire les demandes qui sont encore sur la table. Mais vous voterez oui. Oui, mais enfin, j'attends quand même qu'il y ait une réponse du gouvernement sur, voilà, s'ils veulent une majorité. Je pense que le gouvernement n'a pas besoin d'avoir, il a besoin d'avoir une vraie majorité sur ce texte. Donc, il faut qu'il s'en donne les moyens et qu'il écoute ce que nous avons mis sur la table. Oui, et qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie-là, justement, aussi des débats parlementaires qui sont assez limités avec la multiplication des amendements par ailleurs? Oui, c'est assez, évidemment, je crois que le choix de cette procédure est quand même un peu regrettable. Il y a des sujets très importants dans cette réforme. La question de la pénibilité, c'est un sujet extrêmement compliqué. L'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux prévenir en réalité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire aux gens, bon bah oui, ok, vous êtes cassé, vous pouvez partir plus tôt. Mais c'est plutôt de dire, avant la fin de la carrière des gens, comment est-ce qu'on vous aide à vous reconvertir sur un autre métier qui sera moins pénible. Donc c'est des sujets, très complexes qui demandent en réalité un peu de dialogue. Et la méthode choisie par le gouvernement ne permet pas, avec aussi tous ces problèmes de. Vous contestez ce choix alors du 47.1 recevable, vous savez. Cette méthode des 20 jours avec le choix du 47.1, vous le contestez? C'est sans doute pas la meilleure méthode, évidemment, pour avoir un vrai débat. Et du coup, les blocages avec les amendements de suppression déposés par la NUPES empêchent d'avoir un vrai débat. Oui, d'avoir un vrai débat qui aura lieu peut-être au Sénat, finalement. Oui, mais j'espère qu'on l'aura un peu à l'Assemblée. Ce sont les LR. Vous êtes dans une position d'arbitre, ça vous le sentez? Vous avez cette pression? Bien sûr qu'on a aujourd'hui une responsabilité à l'Assemblée nationale, et que si le gouvernement veut passer autrement qu'en force, eh bien il faut qu'il fasse l'effort de construire en écoutant nos demandes. Vous êtes plutôt opposant d'une façon générale. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être pris pour des alliés, des complices du gouvernement? Le président Macron, sur la réforme des retraites, avait un tout autre projet il y a 2 ans. On l'a fait reculer. Je fais partie de ceux qui, à l'époque, se sont élevés contre ce système qui, justement, à l'époque, condamnait le système par répartition, le fragilisait, puisqu'il le cassait, il cassait la sécurité sociale. Moi, je suis attaché à la sécurité sociale. Je suis attaché à ce système parce que c'est celui qui protège le mieux les Français les plus modestes. Vous savez, dans la capitalisation, le salarié au SMIC, il n'aurait pas les moyens de mettre de l'argent de côté pour sa retraite. C'est aussi simple que ça. Donc, on a besoin de sauver ce système. Monsieur Macron est venu sur une réforme qui en réalité est celle que nous mettons sur la table depuis 15 ans, que Nicolas Sarkozy avait commencé à mettre en œuvre. Ça n'aurait aucun sens de se battre contre nos propres idées. Moi, si un jour c'est Emmanuel Macron ou un jour quelqu'un d'autre d'ailleurs qui reprend nos idées, parce que c'est un adversaire politique, je vais combattre mes idées. Je suis Olivier Marleix, il y a la menace évoquée par certains et d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée avant 2027. Vous y seriez prêt, vous, ou pas? Oui, bien sûr, on est toujours prêt à retourner devant les électeurs. Ce serait une bonne chose ou pas? Ce qui me choque un peu dans ce que raconte Emmanuel Macron, c'est un calcul pour faire venir Marine Le Pen au pouvoir. Enfin, les échos qui font état d'une dissolution imaginée par le président de la République, c'est avec le projet d'installer Marine Le Pen au pouvoir de la part du monsieur qui s'est fait élire pour empêcher Marine Le Pen au pouvoir, sans doute. On a vraiment un numéro de duettiste entre deux qui est absolument insupportable. Vous y croyez à cette hypothèse? Ils se nourrissent mutuellement l'un l'autre. Madame Le Pen est l'opposante officielle choisie par Monsieur Macron quand elle fait des affiches en disant première opposante officielle choisie par Monsieur Macron. On en a un exemplaire d'ailleurs. La majorité hier s'est livrée à un jeu assez douteux de mon point de vue à l'Assemblée nationale pour donner une chance à Madame Le Pen de défendre sa motion référendaire plutôt que celle des communistes. C'était un tirage au sort. Oui, mais en fait on n'aurait pas dû faire tirage au sort. Le règlement de l'Assemblée disait qu'il n'y avait qu'une seule motion déposée, et la première déposée, c'était celle des communistes. Vous n'avez pas engagé de recours contre ça? On voit qu'il y a cette complicité permanente entre M. Macron et l'opposante qui perd toujours, qui est Mme Le Pen. Je pense qu'il faudra vraiment sortir le pays de cet affrontement stérile. Vous n'avez pas la possibilité de faire un recours contre ça, contre ce procédé? Non, malheureusement, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Mais en revanche, vous dénoncez la méthode, en tout cas, ce qui a été mais c'est ce petit jeu de monsieur Macron et de Madame Le Pen. C'est Niafron et
Enfin voilà, enfin c'est vrai. Ouais. Un dernier mot, quel regard vous portez sur la politique de votre ancien collègue Gérald Darmanin? Alors il y a les chiffres de la délinquance, et puis il y a aussi ce projet de loi asile-immigration qui est présenté ce matin en Conseil des ministres. Sur les quotas, par exemple, de régularisation, qu'est-ce que vous lui dites ce matin? De manière générale, les chiffres de l'immigration montrent que c'est sans doute l'échec le plus tragique des quinquennats d'Emmanuel Macron. On est aujourd'hui plus de 140 demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'on est un pays où ça continue d'exploser, c'est plus 28% par rapport, 140 000 pardon, demandes d'asile, c'est 28% de plus que l'année dernière, et sur un sujet que le gouvernement maîtrise totalement, qui sont les nouveaux titres de séjour, 320 000. Ça veut dire que maintenant, chaque année, la France accueille une ville, la population d'une ville comme Nice ou comme Nantes. Comment voulez-vous qu'on réussisse la moindre intégration dans ces conditions-là? Le gouvernement est totalement débordé. C'est un échec absolument tragique. Et je pense qu'en réalité, M. Darmanin est un peu comme l'écureuil qui court dans sa cage, qui fait du vent, qui ne fait pas grand-chose, parce qu'il n'y a aucune volonté du président de la République de remettre de l'ordre à nos frontières. Merci Olivier Marleix, député LR de Réloir et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.